Merci Sophie, merci Antoine, merci pour l'invitation. Du coup, moi, j'ai pas de... et bonjour tout le monde. Je n'ai pas de PowerPoint, mais je vais le faire à l'ancienne. Je vais sortir le paperboard. Paperboard, pas si à l'ancienne que ça, parce qu'il y a du... Voilà, ça va marcher. Juste pour me présenter, donc je suis le fondateur de Novaterra. Novaterra, qui est c'est le think tank du Parti socialiste. Donc moi j'ai créé Novaterra il y a 15 ans. Et depuis 15 ans, 20 ans maintenant, mon métier c'est vraiment d'accompagner à la transformation du monde des organisations et des institutions, quel que soit leur format, les entreprises, les associations, les institutions publiques, parapubliques, national, international. Donc mon métier, c'est d'accompagner à éduquer au monde de demain. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Novaterra. Cette nouvelle terre qui est en train d'émerger avec des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles d'organisation, des nouveaux modèles de société, des nouvelles manières d'être ensemble, avec notamment le digital. Donc voilà, ces nouveaux modèles de société, c'est ça que j'essaye d'éduquer. Donc je suis intervenant dans plusieurs entreprises, multinationales ou des TPE, petites PME, mais aussi j'interviens en tant que maître de conf ou intervenant extérieur à HEC, à Cergy-Pontoise, à l'université, au Strat College, à Sciences Po parfois. Donc j'essaye d'expérimenter aussi de cette technique, ou en tout cas cette approche, dans le milieu de l'éducation. Mais mon activité principale, c'est l'entreprise. Donc, mon métier, c'est vraiment d'accompagner à la transformation, donc de préparer cognitivement, émotionnellement les collectifs à s'éduquer à la résilience, à retrouver de l'équilibre dans un monde en déséquilibre. Donc, c'est assez compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, j'ai beaucoup... aborder le sujet de manière très classique. Voilà, le monde de demain, les nouveaux modèles économiques, ce que sont l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, l'économie collaborative, l'économie digitale, voilà, tout ce qui va impliquer une transformation profonde de nos modèles. J'ai beaucoup au départ parlé à cet endroit-là, dans la tête. Classiquement, en apportant du contenu et en apportant du contenu sur l'état du monde. Donc quand j'apporte de l'information sur l'état du monde, sur les enjeux des ressources naturelles, sur l'enjeu de l'explosion du digital, sur le fond, j'ai de l'information très concrète à transmettre, que je transmets de manière très factuelle et qui est également reçue de manière très factuelle. Donc quand je parle du constat de l'état du monde et des opportunités aussi qui apparaissent, qui peuvent être utiles pour les collectifs ou les entreprises, j'ai pendant longtemps on va faire une sorte de ping-pong de conception versus conception, c'est-à-dire mes pensées, les vôtres, vos chiffres, les miens, etc. Et donc là, je me suis dit, là, je perds du temps et de l'énergie. Il y a un endroit qui se passe, il y a un endroit un peu plus invisible, un peu plus subtil, qui est un peu tabou, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Il y a 3 aspects tabous que j'identifie dans l'éducation ou dans la transmission. C'est les émotions, c'est le corps et c'est l'inconscient. Peut-être certains d'entre vous sont déjà familiarisés sur tout ça, mais c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc je vais peut-être rentrer dans des espaces un peu particuliers. Vous êtes prévenus. Je vous donne des exemples parce que je ne suis pas vraiment expert sur le sujet, même si je suis en train de commencer à écrire un livre sur le sujet de manière holistique. Quand j'interviens en entreprise, par exemple, là j'ai le cas d'une grosse entreprise de grande distribution à qui j'ai présenté les nouveaux modèles économiques et je leur ai dit, en fait les amis, il faut que vous compreniez que votre modèle économique il est mort. C'est la fin. Donc on rentre dans un processus de deuil et donc il va falloir commencer à trouver des espaces de résilience, de réinvention pour se préparer au monde de demain et donc changer le modèle. Et donc j'ai en face de moi des gens qui finalement rentrent dans un espace finalement très émotionnel. Et c'est ce jour-là où, donc je remercie cette entreprise, mais c'était très très compliqué au départ. Maintenant, systématiquement, quand j'interviens en entreprise, je leur demande, je ne vous demande pas si vous comprenez ce que je vous dis, je vous demande de me dire ce que ça vous fait. Et là, on rentre dans un espace, on descend de 40 cm plus profondément en soi. On rentre dans l'espace émotionnel. C'est ce fameux camembert des émotions où on va aller parler de joie, de tristesse, de colère ou de peur. Le simple fait d'ouvrir l'espace à ça, de permettre à des gens, dans le cadre de n'importe quel sujet de contenu, de leur donner l'espace d'ouverture à leurs émotions, ça permet déjà pour moi de baisser la garde cognitivement et de permettre vraiment cognitivement et cérébralement, d'ouvrir l'espace d'envisager des solutions. Donc de retrouver sa créativité, l'ouverture d'esprit, etc.
Donc ça a été un premier sujet pour moi. Donc c'est la notion des émotions, qui est fondamentale, et c'est malheureusement un sujet qui est extrêmement tabou, notamment dans les entreprises, d'aborder le sujet de comment je me sens avec ça, comment je me sens avec l'information qui m'est transmise, avec ce qui m'est donné comme information. Il y a un deuxième espace, un peu plus profond encore, en dessous, c'est le sujet finalement des besoins qui viennent avec ces émotions-là. Finalement, si je suis en stress, si je suis stressé, si je suis paniqué par rapport à l'information qui m'est envoyée, c'est que en dessous, juste en dessous de cette émotion-là, j'ai un besoin qui doit être nourri. C'est-à-dire, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin éventuellement d'être rassuré, j'ai besoin de compréhension plus claire, j'ai besoin d'accueil avec cette émotion-là, tout simplement. Et là, créer aussi et ouvrir un espace d'accueil des besoins ou de l'expression des besoins, là aussi, ça permet de créer, là aussi, cognitivement, une ouverture d'esprit supplémentaire à l'acquisition des compétences ou en tout cas à l'intégration des données que j'essaie de transmettre. Ça marche ? Donc là, vous vous rendez compte, on est peut-être un peu en train de parler, pour certains connaissent peut-être ce concept, c'est la communication non violente. Donc c'est le petit bonhomme de la CNV, de Marshall Rosenberg. Donc ça aide beaucoup à permettre de rendre en disponibilité, par l'expression des besoins et des sentiments que l'on exprime, que l'on vit par rapport au concept qui est développé, ça permet vraiment de recréer une disponibilité d'esprit, une disponibilité d'être présent au concept qui est envoyé. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc il y a le sujet de l'émotion que je vous disais. Hop. Mais en dessous, le besoin qui est lié à l'émotion. Donc moi, systématiquement, je crée des espaces qui servent à ça. Par exemple, des cercles de parole, des moments, ce que j'appelle des moments météo, où parfois j'ouvre un espace de parole avant même de développer le concept. C'est-à-dire, vous êtes comment ? Vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous êtes dans quelle disposition ? Vous avez besoin de quoi pour être disponible pour ce qu'on va vivre ensemble en termes de transmission pédagogique, etc. Donc ça crée un espace de disponibilité cognitive et émotionnelle, du coup. Donc le deuxième espace que j'aime à expérimenter, qui est assez particulier, c'est carrément le corps. Donc ça, clairement, c'est un vrai tabou. Regardez, nous sommes tous des corps assis, vous sur des chaises, moi debout, en train d'essayer de vous transmettre ce léger concept. En fait, le corps, il est complètement oblitéré de la pensée éducative. En fait, je me rends compte de certaines choses depuis longtemps. Je suis, en fait, à côté de ça, praticien en fasciathérapie, donc en thérapie psychocorporelle. Donc, je m'intéresse beaucoup à la dimension cognitive et comportementale à travers le corps, à travers le sensible du corps. Et donc, parfois, mon métier, c'est d'exprimer c'est quoi le monde de demain et de préparer les gens au monde de demain. Ce que je fais, on ne va pas pouvoir le faire là aujourd'hui, c'est que quand je fais une conférence et que j'exprime l'état du monde de demain, je leur montre des vidéos peut-être à dessein anxiogènes sur Fukushima, sur les migrants, notamment les migrants climatiques, sur la perte de biodiversité, etc. Donc ça crée un mouvement émotionnel, mais je leur demande juste après d'exprimer dans leur corps ce que ça leur fait. Et que je leur demande de bouger physiquement de leur chaise et d'exprimer corporellement ce qui est en train de se vivre pour eux cognitivement. Donc il y en a qui se mettent en position latérale de sécurité au sol, il y en a qui se mettent au fond de la classe, il y en a qui se mettent face à moi en mode agression potentielle, et il y en a qui se regroupent, ou il y en a carrément qui quittent la pièce. Et on travaille là-dessus. On travaille sur la lecture du corps, on travaille sur l'écosystème, on travaille sur la lecture de ce qu'on appelle sur la constellation systémique. Vous connaissez le principe des constellations familiales. On va jouer un jeu, finalement, qui va représenter ce qui se vit dans l'inconscient. Et le faire vivre par le corps, par les mouvements du corps, ça donne une information supplémentaire. Parce que ça permet à tout le monde de se voir, donc d'avoir une lecture de ce qui se vit dans l'inconscient collectif. Et puis 2, ça permet à chacun d'exprimer aussi pourquoi il est dans telle posture, dans tel mouvement du corps, et ça a répondu à quel besoin pour lui de se mettre dans telle et telle posture. Donc le fait de créer là aussi un espace d'ouverture, de partage de ce qui se passe corporellement et de ce qui s'est vécu corporellement, ça crée là aussi un espace de disponibilité cognitive supplémentaire. Okay ? Donc c'est à expérimenter. Donc il y a le corps, ici. Ah oui, alors le corps il est là. Je ne suis pas très fort en dessin. Donc il y a le corps. Et puis moi, ce que j'appelle, de par ma pratique en thérapie corporelle, il y a le mouvement interne du corps.
C'est-à-dire qu'il y a le mouvement extérieur que je peux faire, qui est un mouvement quelque part de stratégie de réaction ou de stratégie de survie par rapport à l'information que je transmets. Donc je peux me déplacer dans l'espace, d'accord ? Mais ce que je demande aussi certaines fois, c'est aux gens de sentir ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est-à-dire les contractions, les dilatations, les mouvements, ce qui est libéré et pas libéré. Donc là, on rentre dans des espaces un petit peu plus subtils, en effet, qui sont de l'ordre d'une lecture plus corporelle, plus physiologique. Et c'est hyper intéressant, hyper riche de pouvoir poser des mots sur ce que je ressens physiologiquement. D'accord ? Et donc, du coup, il y a plein de petits outils intéressants que vous pouvez utiliser. Par exemple, moi, typiquement, je leur propose de faire des pratiques de tai chi, de yoga. Bon, ça, si vous avez l'élan de ça, mais aussi tout simplement parfois de faire des réunions en marchant, par exemple, quand on doit régler ou traiter un sujet un petit peu difficile, de le faire en marchant, de mettre le corps en mouvement plutôt que d'être dans une salle de réunion fermée et de voir ce que ça fait en termes de résolution des problématiques. Et c'est étonnant ce qui se passe. Okay ? Donc voilà, c'est du test and learn, hein, cette histoire, mais je vous invite à avoir cette curiosité et de tenter l'expérience. Parfois, je propose des réunions les yeux fermés ou dans le noir. Ça m'arrive donc de proposer des expériences où les gens viennent avec moi dans des expériences où on va à la mer, où on va en forêt, où je les emmène carrément dans le désert, où j'emmène carrément des gens dans un espace où les repères corporels sont profondément et durablement transformés, ou en tout cas mis en dehors de leur cadre de référence principal, ou en tout cas habituel. Okay ? Donc ça permet, et pour moi, le corps, hein, c'est une vraie conviction que j'ai, le corps, pour moi, c'est la dernière frontière de compensation de la masse énorme d'informations qu'on a à cet endroit-là. C'est-à-dire les datas, alors désolé pour l'information et les échanges qu'il y a eu hier, les datas, les données, les notifications Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, etc., fait qu'il y a une masse d'informations absolument hallucinantes qui traînent là autour de nous, de notre corps. Et il est important pour moi de retrouver un espace ici physiologique, j'allais dire naturel, biologique, biorhythmique, qui va nous permettre de retrouver le juste équilibre, la juste relation avec toutes ces informations-là. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que pour moi, le corps, c'est devenu un sujet vachement important. Plus le concept est difficile, plus j'ai besoin de rentrer encore plus dans le corps pour que ça rentre et pour que ce soit absorbé de manière, j'allais dire, équilibrée. Sinon, on est dans une massification de l'information, on ne sait plus à quel sein se vouer et surtout, on n'arrive plus à se remettre en résolution. En fasciathérapie, on parle de résolution tonique, de résolution physiologique. Parfois, on peut trouver la résolution par un mouvement du corps. Et ça, c'est des sujets qui sont très intéressants, en tout cas que j'adore aborder, qui pour moi sont un nouveau paradigme, peut-être en décalage avec le paradigme du tout digital. J'en suis conscient et je l'assume. Mais pour moi, c'est important aussi de rappeler que les fondamentaux, c'est ici qu'ils sont. D'accord ? Et puis un dernier sujet que je voulais partager avec vous, qui est encore plus tabou peut-être pour certains, c'est la notion de l'inconscient. Et donc l'inconscient, c'est quelque chose qui est, toujours pas bon en dessin, c'est le monde des pensées, mais qui sont au-delà de la pensée cognitive d'apprentissage. C'est ce qui se passe dans ce que j'appelle avec mon associé Vincent Houba les architectures invisibles. C'est le non-dit, c'est-à-dire c'est les non-dits dans un collectif, c'est l'inconscient collectif et individuel. C'est-à-dire que dans un processus d'apprentissage, dans un processus, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du non-dit. Imaginez un iceberg, hein. Il y a ce que l'on sait, ce que l'on transmet, et puis il y a ce qu'on ne dit pas en dessous. Par exemple, typiquement dans une entreprise, quand j'interviens, je sais comment fonctionne l'entreprise, je connais son nom, je connais sa hiérarchie, je connais l'organigramme, etc. Ce que je ne sais pas en dessous, c'est les relationnels, c'est l'histoire des relations, c'est les non-dits, c'est les coucheries, c'est les histoires relationnelles de pouvoir contre pouvoir, dépendance contre dépendance, c'est les manips, les relations de domination-soumission, c'est tout ce qui est de l'ordre des pactes, de fidélité au groupe aussi. Donc tout ça, ça prend une masse de temps et d'énergie incommensurable
avant de pouvoir commencer par intégrer les notions de base qu'on essaie de transmettre sur la notion de transformation de l'organisation. Vous voyez ? Et donc pour moi, c'est devenu hyper important d'aborder l'inconscient collectif d'un collectif avant de commencer à lui demander de se transformer et à s'éduquer à sa propre transformation. Repartir, si vous voulez, un peu nettoyer les écuries d'Augia, quoi. C'est d'aller passer du temps en dessous, quoi, en dessous de la ligne de flottaison, dans l'espace invisible des non-dits, pour que, à partir du moment où on a mis des mots sur ces espaces-là, ça nous permet de faire baisser la ligne de flottaison et de rendre l'énergie disponible à l'apprentissage. D'accord ? Donc c'est vraiment rendre disponible, rendre visible l'invisible, mais ce n'est pas pour faire une thérapie de groupe, hein. C'est pour permettre de libérer l'énergie, libérer de la disponibilité à être présent à l'apprentissage, ou en tout cas à la transformation ou à l'expérience qui est proposée. D'accord ? Et donc, derrière l'inconscient, il y a un autre sujet qui me passionne aussi, que j'avais envie de vous partager, c'est la notion de conscience, tout simplement. C'est un vrai sujet pour moi. Je suis passionné par les états modifiés de la conscience, donc les neurosciences. Pour moi, c'est absolument fondamental de connaître et de savoir comment ça marche. Donc, voilà, j'imagine que vous avez probablement déjà entendu parler des neurosciences. Mais pour moi, c'est important de développer le juste état de conscience avant de commencer à rentrer dans un état de transmission d'informations ou d'apprentissage. C'est-à-dire développer ou de proposer, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, des processus où on va développer un état de conscience particulier qui va être favorable à être ouvert à la réception d'informations nouvelles, même si elles sont négatives. Par exemple, dans le cas d'une entreprise, quand je dois accompagner une entreprise à faire le deuil de l'ancien et à faire finalement un processus de transformation profonde collective, ça marche beaucoup mieux quand je leur fais d'abord un processus où on les met dans un état de conscience globale de l'état du monde, de l'état de leur secteur d'activité, de leur entreprise, et donc de les mettre un petit peu moins en contact avec leurs petits soucis nombrilistes, si je puis me permettre, sans jugement, hein, mais de les mettre en contact avec un espace beaucoup plus large. D'accord ? Et donc il y a plein de processus comme ça qui existent, hein, qui peuvent permettre de faire ça. Il y a partir ou imaginer de manière générale, par exemple, tous les tenants et les aboutissements du métier. C'est d'imaginer quelles sont toutes les personnes qui font partie, les parties prenantes en fait, de tout un écosystème d'entreprise, mais qui peut être les parties prenantes physiques, les personnes morales, les personnes physiques, mais aussi l'écosystème naturel. Donc d'aller jusqu'à la source quelque part, qui est tous les éléments qui sont en lien avec l'activité de l'entreprise. Et de développer donc un exercice de visualisation de tout l'ensemble de l'écosystème de manière holistique. Ça permet, quand on parle de la transformation à un point précis, de se dire si je me transforme, je transforme aussi l'écosystème. L'écosystème aussi se transforme avec moi. Et donc je suis en interdépendance, vous voyez, un peu comme dans un milieu naturel. Donc de rentrer dans cet espace un peu contemplatif, j'entends bien, d'ouverture de la conscience sur l'ensemble de l'écosystème, donc dans une vision holistique de l'entreprise. Ça permet, quand on doit aborder le sujet qui fâche, d'être dans une sorte de résilience un peu plus forte. Vous voyez ? Donc je suis en train d'écrire là-dessus, mais je l'expérimente depuis quelques années et c'est étonnant de voir comment d'être dans un état de conscience particulière, physiologiquement, ça permet de créer une sorte de résistance, de résilience à la transformation et aux concepts qui sont développés. Voilà, donc c'était juste ces trois sujets que je voulais vous partager, qui sont pour moi hyper importants dans les nouveaux paradigmes d'éducation. C'est d'être dans une vision beaucoup plus globale, tête, cœur, corps, bien sûr, mais aussi avec cette lecture un peu plus holistique, plus large, de dépasser juste l'information et l'apprentissage et l'absorption de l'information, mais de voir aussi toutes les conséquences que ça a, consciemment, inconsciemment, émotionnellement, corporellement, sensiblement, et en termes de conscience pour la personne, individuellement et collectivement. Voilà, c'était en gros, j'avais surtout à cœur de développer l'idée et puis d'avoir un échange avec vous, parce que je suis toujours meilleur quand il y a des échanges et des rebondissements, si ça vous va. Voilà.
Donc l'idée vraiment, c'est de rentrer dans une lecture peut-être un peu sensible, un peu subtile, un peu particulière de l'apprentissage. Mais en tout cas, je voulais vous proposer un échange là-dessus. Voilà. Il y a des questions. Je dois donner mon... C'était madame devant, je crois. Excusez-moi. Alors effectivement, c'est une démarche très innovante et inhabituelle. Vous devez certainement avoir un certain nombre de réactions dans les entreprises. Yes. Donc, je ne sais pas quel type d'intervention vous faites, si c'est ponctuel ou si vous faites un accompagnement sur la durée, mais j'imagine que vous devez soulever, remuer un certain nombre de choses. Et comment vous le gérez à titre individuel après avec les personnes, aussi bien qu'à titre collectif? Oui, ah oui. Bien sûr. Mais le milieu de l'entreprise et le milieu éducatif aussi, hein, c'est le même. J'interviens parfois dans des one-shots où je fais des conférences qu'ils appellent conférences inspirantes, où mon idée c'est de décadrer un petit peu leur mode de pensée. Hein, donc ça élargit forcément les choses pour eux. Donc ça crée vraiment un appel d'air. Et donc comme ça crée un appel d'air, ça crée forcément une déstabilisation. Donc derrière, je propose toujours des processus d'accompagnement pour sentir, aider à déposer, à exprimer, exprimer, hein, étymologiquement, c'est mettre la pression à l'extérieur, la pression de l'angoisse, la pression de la peur, la pression du non mais des fois, il va où ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fumé, ça m'arrive régulièrement, mais de créer un espace derrière qui va permettre de déposer et d'accueillir les émotions qui viennent avec, ça énormément. En tout cas, ça crée un effet contaminant, un effet d'ouverture, d'intérêt, de curiosité. Si je suis juste là en faisant ma conf et que je pars, je sais que j'ai déposé une bombe. Et ça ne m'intéresse pas. Par contre, de proposer derrière un accompagnement par des petits groupes de gens qui ont adhéré et qui ont envie de créer de la contamination positive auprès de leurs collègues ou les autres. Donc c'est ça que je crée. Donc j'interviens parfois en one-shot et la plupart du temps en intervention plus longue. Et c'est obligé, puisque la transformation, ça ne se fait pas comme ça. Et ça, c'est du subtil, quoi. C'est du cousu humain à chaque fois, quoi. Et donc il faut s'adapter à ça. Yes. Non, moi, la question que je me posais, c'est qu'on sait très bien que dans ces contextes de transformation d'entreprise, on a un certain nombre de personnes, de salariés qui sont en situation de fragilité, bien évidemment. Alors tout le monde n'est pas fragile, hein, mais des fois ça peut déclencher des choses qui relèvent, je dirais, plus de la sphère intime des individus et pas forcément de la sphère professionnelle. Tout à fait. Je me dis, ok, votre démarche, elle est super intéressante, mais est-ce que parfois, on ne va pas accroître une difficulté rencontrée par des gens, peut-être les mettre dans des situations psychologiques difficiles, sachant que derrière, si l'entreprise n'est pas prête à réaliser un accompagnement, et du coup, moi, la question que je pose, c'est est-ce que ça relève de l'entreprise ? Est-ce que ça relève de la sphère professionnelle ? Est-ce que ça relève de la sphère intime et personnelle ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Vous les remuez. Si l'entreprise ne veut pas payer un accompagnement qui relève quand même un peu peut-être de la psy, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je trouve ça assez dangereux, en fait. Donc, je vous livre mes premières réactions. J'intègre bien votre réaction. Je suis tout à fait... voilà, je suis intéressée par votre réponse. Votre réaction est finalement très commune. J'ai régulièrement ce type de réaction-là. Mais pour moi, quand une entreprise est en transformation, elle a la responsabilité d'accompagner ça. Elle a la responsabilité d'accompagner la transformation que ça implique pour les entreprises. Je ne leur dis pas, on n'est pas en train de parler de la psychologie, on est en train de créer, je parle d'accompagner les conditions nécessaires à faire que la transition, s'il doit y avoir transition, parce qu'il y a forcément, dans toutes les entreprises que j'accompagne et dans beaucoup d'entreprises que vous connaissez certainement, des transitions de poste, des nécessités d'apprentissage de compétences supplémentaires, des mobilités internes, externes, etc. C'est de la responsabilité de l'entreprise de comprendre les impacts que ça a dans l'invisible et dans l'inconscient des gens. En tout cas, c'est de la pédagogie, simple pédagogie, c'est le rôle des RH, des ressources humaines, d'être en charge de cette responsabilité-là. Après, de rentrer sur la sphère individuelle, la sphère personnelle, ça, c'est en effet la responsabilité de l'entreprise de s'assurer d'avoir la juste distance par rapport à ça. Par contre, aucune entreprise n'est censée douter
qu'un processus de transformation, d'un processus de changement qu'elle mette en œuvre, elle ne peut pas faire l'économie de se dire ça va passer comme une lettre à la poste. Jamais ça n'est passé comme une lettre à la poste. Donc on a, si elle ne s'en occupe pas, on a des burn-out, des suicides, des départs, etc. Et là, on a une vraie responsabilité de l'entreprise. Donc moi, ma conviction, en tout cas mon enjeu, c'est de faire prendre conscience à l'entreprise qu'il faut avoir des espaces d'écoute et d'accueil de ça pour permettre aux gens de trouver eux-mêmes, tant qu'ils sont encore dans l'entreprise, dans un cadre sécurisé, leur propre voie de résilience, leur propre voie de rééquilibrage personnel à l'intérieur de l'entreprise. Après, si c'est plus possible, il faut trouver d'autres solutions pour leur permettre de trouver leur voie de réinvention personnelle, éventuellement en dehors de l'entreprise. Mais je vois que trop d'entreprises qui se disent bon, allez, on change tout, on change le système, et puis personne ne va broncher, et je vois une explosion des suicides et des burn-out. Donc c'est QFD. Oui, je ne sais pas. Ça répond à votre question un peu? Bon. Si, il y a le micro qui arrive. Par rapport à ce que vous avez dit, comment on va explorer l'inconscient? Ça dépend. Le non-dit, etc. Ça dépend. Une entreprise, c'est parfois, quand j'aborde dans une entreprise et quand je l'aide dans son accompagnement, quand on intervient, l'idée c'est toujours intéressant de partir de l'histoire de l'entreprise, par exemple. C'est-à-dire comment elle a été constituée, quelle est la personne source, quelle était sa vision des choses, son projet sens, qu'est-ce qui a fait que l'entreprise a cette raison d'être, qui a donné cette raison sociale, c'est quoi la mission, c'est quoi notre mission personnelle, collective. Et donc ça permet aussi d'ouvrir l'espace sur cette mission-là, cette vision-là, comment on la gère, comment on l'exprime à l'intérieur du collectif, quoi. Et donc ça parle aussi un petit peu de la manière d'être qu'on a à l'intérieur de l'organisation. Ça parle de la manière qu'on a d'être en contact les uns vers les autres. Ça parle de la fidélité au patron, par exemple, ou ça parle de la fidélité au projet sens de l'entreprise ou pas. Donc, en fait, sans rentrer dans un espace psy, on rentre dans un espace où on a de l'information sur la manière dont fonctionne de manière invisible, quelque part, le collectif. Et ça, c'est de l'information. C'est la culture, voilà, tout à fait. C'est la culture d'entreprise. Et donc ça, c'est de l'information ça peut donner de l'information sur comment l'entreprise est en capacité de résilience ou pas à sa transformation culturelle ou pas. Là, typiquement, je suis appelé par un grand groupe aussi de distribution, décidément, pour faire le changement de culture de l'entreprise, alors qu'en même temps, ils sont en train de purger 1300 personnes. Donc là, on a un souci. Donc je leur ai dit non sur l'accompagnement à la purge, entre guillemets, parce qu'ils ont vraiment utilisé ce terme-là, c'est terrible. Je leur ai dit on va d'abord travailler sur les fondamentaux, sur la culture d'entreprise. C'est le projet sens de la boîte, c'est ça qui va nous donner un espace un petit peu de tampon qui va permettre qu'on va avoir encore de l'intérêt ou de l'envie ou de l'élan ou du sentiment de l'esprit de corps ou de l'esprit d'équipe pour être à l'intérieur de l'organisation et de se dire j'y suis, j'en suis, je contribue toujours au projet de l'entreprise malgré le fait qu'il y a 1300 collègues qui vont partir. C'est vraiment travailler sur ce collectif, cette conscience collective. C'est hyper important de d'abord travailler là-dessus plutôt que avant de devoir faire le moindre mouvement. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est d'aller travailler, aller rencontrer ce qu'on appelle avec mon camarade Vincent Houba les architectures invisibles. C'est-à-dire comment fonctionne le collectif en fait, en positif et en négatif. Donc c'est là où il y a de l'information de base des fondations et de la stabilité pour accompagner la transformation. Merci beaucoup Stéphane. Ah, c'est fini déjà. Merci.